La maison aux 52 portes, chapitre 15. C'est avec un mélange d'espoir et d'appréhension que j'attendis le soir. Arriverais-je à entrer de nouveau dans le monde de Céleste? Qu'est-ce que j'y apprendrais? Ce qui me faisait le plus peur, c'était de devoir vivre le moment où, ayant apparemment réussi à faire envoyer en cachette des lettres à Joseph, Céleste recevrait en retour celle qui était barrée de cet horrible mot « décédée ». Maintenant, toutes les heures, j'entendais sonner la pendule. J'essayais de faire comme si de rien n'était. L'humeur de papa était de plus en plus massacrante. Il avait épuisé, disait-il, les plaisirs du retour dans le passé à travers les photos et les lettres. Il avait envie de présent, il avait envie de manger du sorbet à la fraise, de regarder les informations à la télé et de tapoter sur son ordinateur. Maman, elle, faisait des plans pour la nouvelle cuisine, réfléchissait à la couleur des carreaux qu'elle mettrait sur les murs, au meilleur emplacement pour l'évier, pour l'arrivée d'eau. Moi, j'étais comme suspendue dans le temps. Je n'arrivais pas à faire de projet d'avenir comme maman. Je n'attendais pas la fin de la pluie comme papa. J'étais ailleurs. J'avais regagné ma chambre rapidement en prétextant la fatigue. En fait, je voulais prendre le temps de me concentrer pour ne pas risquer d'être entraînée malgré moi vers des épisodes que je n'avais aucune envie de vivre. Je m'assis dans le fauteuil comme la veille et attendis, en faisant défiler devant mes yeux toutes les images que j'avais vues jusqu'à présent, et surtout le départ du palefrenier pour tenter de renouer le fil à cette minute de l'histoire. Je n'arrivais à rien. Je dus m'assoupir un instant, car le cri, celui que je redoutais tant, me prit au dépourvu. Atroce. Un cri déchirant. Au même moment, j'entendis la pluie qui frappait mes carreaux avec une violence invraisemblable. La tempête qui soufflait dehors comme une furie, et le vent semblait porter des mots. « Céleste! Céleste !» Ces cris, pleins de terreur et de désespoir, je les connaissais déjà. C'était une voix d'homme, celle de Joseph. Je le savais. Je le savais. J'étais en sueur. Mes lèvres tremblaient. La voix se fit de plus en plus faible, puis se tut tout à fait. Je sortis d'un coup de cette transe affreuse et repris pied dans le réel en m'épongeant le visage dans un coin de drap. Je me rendais compte que cette fois, si je n'avais pas vu Céleste, c'est que j'étais devenue Céleste. Et en même temps, il m'apparaissait que puisque j'étais en elle à cette seconde, elle avait bien de son vivant perçu les cris et les appels. Mon arrière-grand-tante était donc elle aussi médium, et elle avait entendu la voix de Joseph qui l'appelait. C'était le 12 octobre 1916. On l'avait fusillé à l'aube. Pourquoi? Pourquoi? Je me répétais ces mots avec désespoir. Pourquoi avait-on fusillé Joseph? Je m'assis en tailleur sur la carpette et j'essayais de respirer. Il ne fallait pas que je reprenne à mon compte le drame de Céleste. Il fallait que je me mette bien dans la tête que cet homme était mort depuis près d'un siècle. C'est alors que j'entendis des claquements du côté de la fenêtre. Je me glissai jusque-là. J'étais vêtue d'une drôle de chemise de nuit, blanche, qui me descendait jusqu'aux pieds, ornée en bas d'un petit volant. Dehors, il y avait un jeune homme, le palefrenier, qui rentrait les chevaux à l'écurie. J'eus l'impression que c'était lui qui avait jeté des cailloux dans mes carreaux pour attirer mon attention. Et pourtant, il s'éloignait maintenant sans regarder de mon côté. J'ouvris silencieusement le battant. Il faisait nuit, mais le clair de lune était magnifique. J'entendis des voix qui disaient... Je n'entendis plus rien. J'étais de nouveau assise sur la carpette, dans mon pyjama rouge et jaune. J'avais de nouveau perdu Céleste. De colère, je refermai les yeux avec violence, et cette fois, je n'étais plus Céleste. Maintenant, je la voyais penchée à sa fenêtre, écoutant les voix qui venaient de la pièce voisine. Son visage reflétait un peu d'anxiété, mais pas de douleur. J'étais persuadée que cette scène se passait avant la mort de Joseph. La voix la plus forte était celle d'Edmond. Il disait « Adrien est enfin revenu. Je l'avais envoyé poster la lettre à la ville et il lui est arrivé une drôle d'aventure. Il s'est fait renverser par une voiture automobile. Ces engins sont terriblement dangereux. »
Son cheval n'a pas été blessé, malheureusement, lui est tombé sur le crâne et il est resté un moment sans connaissance. Et la lettre demanda avec inquiétude une voix de femme. Par le plus curieux des hasards, mon ami Loustelot passait par là et a reconnu Adrien. Il l'a fait mener chez un médecin. Il m'a dit avoir alors découvert une lettre sur le sol, une lettre qui venait d'ici et qu'Adrien avait perdue dans sa chute. Il s'est donc chargé lui-même de la poster. Je me réveillai au matin avec des bourdonnements affreux dans les oreilles. Le jour s'était levé et le ciel était toujours aussi gris. Les nuages couraient, poussés par une tempête qui ne désarmait pas. Le ciel du 12 octobre 1916. Il pesait sur moi depuis que j'étais entrée dans cette maison. Je ne suis pas céleste, me dis-je, pour essayer de reprendre pied dans la réalité. Son histoire est terrible, mais ce n'est pas la mienne. Pas la mienne. Maintenant, je croyais comprendre pourquoi Joseph avait été fusillé. Il avait reçu la lettre et il avait déserté, sans doute pour venir ici, pour venir voir Céleste. Seulement il s'était fait prendre. Quoi qu'en aient dit les bruits qui couraient, si Céleste avait quitté la maison, c'était seul, sans doute par refus de continuer à y vivre. En tout cas, c'est ce que j'aurais fait, moi. Où était-elle allée? Que lui était-il arrivé par la suite? J'en étais là de mes réflexions lorsque je remarquai pour la deuxième fois que dans mes visions l'armoire se trouvait toujours face au lit, alors que maintenant elle se dressait à côté. À quelle époque l'avait-on changée de place? Intriguée, je m'en approchai, et soudain je me rappelai un détail curieux. À chaque extrémité du couloir de l'étage, les chambres étaient doubles. La porte par laquelle on entrait donnait sur une autre pièce, qui, par une porte intermédiaire, donnait elle-même sur une autre. Or, cette chambre était une chambre de bout de couloir, et elle était la seule à ne pas posséder cette caractéristique. S'il y avait eu comme ailleurs une porte ouvrant sur une autre pièce, elle se serait trouvée là, à l'endroit même où se dressait maintenant l'armoire. Je demeurais stupéfaite. Se pouvait-il que... Sans plus réfléchir, je m'arc-boutai et poussai de toutes mes forces le lourd meuble de bois pour le faire pivoter sur lui-même. Derrière, il y avait bien une porte, la 52e.